Bonjour Elisabeth. Bonjour, bonjour. Bonjour Marc, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Ouais, c'est Bon, vrai que... tant mieux. Je vais vous parler aujourd'hui d'art. Vas-y. Et Faisons une oui, petite rubrique, et une oui, nouvelle et oui. rubrique. Ça y est, aujourd'hui, c'est la première, on va dire, de ta rubrique L'art dans tous ses états. Alors, Eh oui, tout à de- fait. Ben, je voulais présenter parce qu'il y a des expositions de temps en temps qui sont intéressantes. Et je m'étais dit que ça serait une bonne idée d'en parler, d'autant que certaines personnes, certains artistes qui exposent ont parfois touché à des choses un peu étranges, voire paranormales ou surnaturelles. Donc, je m'étais dit que c'était une bonne idée. Alors là, il y a une exposition absolument extraordinaire qui se tient à Paris en ce moment, qui est au Grand Palais, qui est consacrée à Hergé. Ça a commencé le 28 septembre. Ça se terminera le 15 janvier, donc vous avez le temps. Et là-bas sont exposées évidemment toutes les œuvres d'Hergé consacrées à Tintin, avec des exemplaires absolument rarissimes, mais également ce qu'il a fait à côté, parce qu'il a fait des pubs, il a fait des logos, c'est totalement méconnu, et ça, vous allez le découvrir. C'est un événement absolument extraordinaire, parce que le Grand Palais, c'est le temple du conventionnel, de l'art académique. C'est Monet, c'est Chagall qu'on y expose et bien d'autres. Mais la bande dessinée, jamais. La bande dessinée, c'est un art mineur, je dirais presque. Et là, pour une fois, l'art mineur prend toute sa valeur. Elle monte sur le podium avec cette première exposition consacrée à Hergé. Et ça me paraît tout à fait naturel, parce que je considère que toutes ces personnes qui font des bandes dessinées absolument extraordinaires ont un talent fou. Ce sont de vrais artistes et il n'y a aucune raison de les considérer comme des artistes mineurs, tout au contraire. Alors pourquoi Hergé, qui est le premier finalement à exposer au Grand Palais? Eh bien tout simplement parce que c'est le plus ancien, c'est le précurseur. Savoir que Tintin, ça a commencé en 1929, hein, première bande dessinée 1929. Il avait 22 ans à l'époque, c'est un petit génie du dessin. Donc c'était tout à fait logique que cet artiste phare de la bande dessinée puisse être exposé le premier. Alors, c'est vrai que c'est dommage parce que les élites intellectuelles et artistiques en France ont du mal. J'espère que, même à Beaubourg, Beaubourg, quand même le temple de l'innovation, où on expose du design, de l'architecture, eh bien, la bande dessinée, quand il y avait eu quelque chose sur Hergé, eh bien, c'était pas mis en valeur comme ça aurait dû l'être. C'était de l'accessoire au principal. Le fond de Beaubourg, ce qu'on appelle le fond, c'est-à-dire les œuvres permanentes qui sont attachées comment dirais-je, achetées par les musées, il est très mince concernant la bande dessinée. C'est dommage. Alors, par contre, au niveau des ventes privées, si la bande dessinée n'est pas connue encore vraiment par les musées français, au niveau des ventes privées, Hergé explose le plafond. Il a vendu des œuvres de lui. Enfin, il n'a plus vendu puisqu'il est mort, hein, mais certaines de ses œuvres se sont vendues à prix d'or. En moyenne, si vous vendez une œuvre aux enchères que vous avez dans vos placards, qui vaille la peine, je ne vous parle pas d'un album qui coûte à peu près 1 500 € si vous l'achetez, mais des œuvres qui sont un peu rares, c'est entre 20 000 et 30 000 €. Ça peut aller plus loin. Je vois qu'une couverture de l'île Noire a été vendue 800 000 €. Tintin au Tibet, une simple planche, 280 000 €, presque 300 000. Une gouache de Tintin en Amérique, 1,3 million. Le top du top, ça a été une page rare dessinée à l'encre de Chine, partie à 2,6 millions. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il était tout naturel qu'on puisse exposer enfin Hergé dans un grand musée. L'œuvre de Tintin, évidemment, tout le monde la connaît. Ça m'étonnerait qu'il y en ait qui ne la connaissent pas. C'est une œuvre d'aventure. On raconte les aventures d'un petit bonhomme avec son chien qui court le monde. C'est donc de l'aventure, mais il n'y a pas que de l'aventure dans les œuvres d'Hergé consacrées à Tintin. Il y a également du paranormal.
et du visionnaire. Visionnaire, vous avez tous entendu parler d'Objectif Lune et de On a marché sur la Lune, qui ont été écrits respectivement en 1953 et 1954. Ça raconte quoi, les premiers pas de l'homme sur la Lune, qui vont arriver finalement 15 ans plus tard, en 1969. Et Hergé a raconté des choses absolument surprenantes. On voit l'évanouissement de Tintin au décollage. On saura que dans les tout débuts de lancement des fusées, il y avait une poussée. Ça n'existe plus maintenant, mais à l'époque, que les astronautes, ils avaient la tête qui tournait, ils s'évanouissaient à moitié. Il va parler également de la gravité de la Lune, qui est 6 fois moins importante que celle de la Terre. Et ça s'avérera vrai. Donc, il y a un petit côté Jules Verne chez Tintin, chez Hergé, qui est absolument indubitable. Et alors, pour le paranormal, alors le top du top, évidemment, c'est Tintin au Tibet. Alors, Tintin au Tibet, ça n'a pas été écrit n'importe comment. À l'époque où Tintin au Tibet, un petit peu avant que Tintin au Tibet sorte, notre ami Hergé va pas bien du tout. Il fait une dépression. En fait, il est amoureux d'une autre femme, alors qu'il est marié depuis un moment. Ça l'a complètement mis à côté de la plaque. Il fait de la dépression, il fait des cauchemars, il est complètement dans l'obscurité. Il a même des idées noires et il consulte un psychanalyste. Et le psychanalyste lui dit, écoutez, vous êtes un artiste, vous êtes dans le noir, vous êtes du blanc, dessinez du blanc. Ce qui est de plus blanc à dessiner, la neige. Il va aller sur la neige des Himalayas et il va aller au Tibet. Et alors, là, il va partir un petit peu sur le paranormal. Parce que l'histoire de Tintin au Tibet, c'est l'histoire de Tintin qui, comment dirais-je, se voit appeler plus ou moins par télépathie, une vision prémonitoire, plus exactement, de Chang, son ami chinois, vous savez, le petit bonhomme qui est tout choupinet, des difficultés dans les Himalayas. Et effectivement, là, on va partir sur le Yéti. Le Yéti, c'est la zoologie. Avant l'heure, on va partir sur des choses bizarres qui se passent dans la montagne. Et il ne va pas aller sur n'importe quoi, il va quand même se documenter, parce qu'il se documente beaucoup. Il faut savoir que Hergé est un passionné de radiesthésie, de phénomènes paranormaux et de voyance. Et pour aller sur cette histoire de Yéti, il va carrément se documenter sur les travaux d'un homme qui s'appelle Bernard Heuvelmans, qui est carrément le fondateur de la cryptozoologie. Et c'est comme ça que vous verrez sur les dessins du Yéti, ce Yéti en question qui a été décrit par ce chercheur, a 3 orteils et un gros pouce qui est un petit peu décalé. Eh bien, il y a une documentation à la base, il ne l'a pas fait par hasard. On va parler aussi de voyance, de radiesthésie, on voit un moine léviter. Dans les 7 boules de cristal, ça recommence, suivi du temple du soleil. Alors là, il y va à fond, carrément. Alors bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est l'histoire de 7 explorateurs qui sont envoûtés par une malédiction, celle de Raskar Paquet, et donc il se passe des tas de choses. Et dans le temple du soleil qui va suivre par la suite, eh bien, ça sera la fin de la malédiction. Donc, il y a des histoires de radiesthésie. Il y a des histoires d'E.T. également dans l'œuvre d'Hergé, avec le vol 714 pour Sydney, où on rappellera que Tintin reçoit un message de la part d'un envoyé extraterrestre qui communique avec lui en télépathie par le biais d'une antenne faite d'un métal et d'une composition technologique extraterrestre. Donc, il a la capacité aussi, cet envoyé, de reprogrammer les mémoires et puis d'hypnotiser. Donc, il y a quelque chose d'aventureux, il y a quelque chose de paranormal dans l'œuvre d'Hergé. Je vous conseille d'aller visiter cette exposition au Grand Palais, dont je rappelle qu'elle se terminera le 15 janvier 2007, parce qu'il y a des choses merveilleuses à y voir, pour les passionnés de Tintin, évidemment, et d'Hergé, mais également pour ceux qui ne connaissent rien, parce qu'on peut avoir lu 2-3 BD, donc on ne connaît pas forcément l'œuvre. Et c'est une œuvre assez complète. Et alors, j'en profite, parce que ce matin, je suis allée faire une petite course au village avant de venir, et dans le magasin où j'étais, j'ai vu qu'Ouest France avait consacré un ouvrage spécial sous forme, dans le format bande dessinée, à Tintin, et on visitera
tous les grands ports mondiaux qui ont été mentionnés dans Tintin. Et je crois que c'est une belle idée parce qu'on apprend sur tous ces ports en même temps qu'on voyage avec Tintin. Donc, si vous trouvez ça, probablement Ouest France, ça se vend surtout en Bretagne et en Normandie, mais n'hésitez pas parce que j'ai commencé à regarder, c'est pas mal du tout. Voilà ce que j'avais à dire sur Hergé et son œuvre pour notre première petite rubrique. Voilà. Donc oui, si vous êtes vraiment passionné par Tintin et pas Hergé, ce dernier a truffé son œuvre de messages ésotériques, déjà juste en utilisant la guématrie chère à Paul-Georges Sansonetti. Vous allez voir qu'il y a tout un tas d'interprétations à faire. Et d'ailleurs, en parlant de Paul-Georges Sansonetti, moi je vous conseille d'écouter son émission si vous êtes abonné à BTLV, émission qu'il a faite sur Hergé. Hergé est le grand secret du monde. Voilà, vous tapez Paul-Georges Sansonetti sur BTLV, vous allez vite le retrouver. C'est une émission du 6 août 2015. En tout cas, eh bien, Elisabeth, je te remercie de nous avoir fait rêver, voilà, et de nous avoir replongé dans notre enfance, parce qu'on ne t'attend pas, hein, je suppose que toutes les personnes qui te suivent de très près t'attendent pas sur ce sujet, pourtant l'art, voilà, c'est quelque chose. Moi je suis une fan de bande dessinée, moi. Oui. J'adore ça, ça m'inspire parce que moi je peintouille, donc tout ce qui est art graphique, tout ce qui est peinture, bande dessinée, tout ce que vous voulez, ça me passionne. Et je suis une fan d'Astérix aussi, mais maintenant il y a de grands dessinateurs de bande dessinée, et de temps en temps, j'achète un album pour sa beauté, pour la beauté des dessins, et puis il y a des textes absolument merveilleux, et ça fait rêver. Non, faut pas croire, je suis dans le vent, je lis aussi des bandes dessinées. Tout à fait. Voilà, et tu es une passionnée d'art, comme on pourra s'en apercevoir au fur et à mesure de ces rubriques, de cette rubrique l'art dans tous ses états, qu'on retrouvera à peu près une fois par mois, voire un peu plus. Le mois prochain, je vous parlerai de Léonard de Vinci, parce qu'il se passe quelque chose aussi, il y a de l'événementiel là-dessus. Voilà. Ça va être tout un programme. Entendu, Elisabeth. Bah, écoute, je te remercie et puis je te dis à très bientôt. À bientôt, au revoir.